Bonjour tout le monde, eh bien merci d'être présent à ce webinaire Botis. Donc je me présente, je m'appelle Philippe Chapelot, je vis en Suisse et je suis breton d'origine où j'ai fait mes études à Nantes, suivi d'une formation d'implantologie à Lyon. J'ai exercé dans mon cabinet privé pendant 15 ans et suis arrivé en Suisse en 2010. Actuellement, j'exerce dans 2 cliniques privées dans le canton du Valais, avec une activité orientée chirurgie. Donc là, c'est mon pays d'origine, la Bretagne, et je vais quand même vous montrer d'où je vous parle. Donc vous avez ici le lac Léman, bien connu. On peut constater qu'en Suisse, on a des vignes, on a du très bon vin, ce qui est assez surprenant quand on vient de France, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler, c'est une production assez locale. On a ici à Vevey le siège social de Nestlé, mondialement connu. Toute cette partie-là s'appelle la Riviera. Au bout de la Riviera, vous avez Montreux, Montreux qui est réputé pour son festival de jazz, son festival du rire. Et moi, je suis dans les montagnes, un petit peu plus loin, euh, même au pied des montagnes, puisque voilà, je suis en bas de ces belles montagnes qui s'appellent les Dents du Midi. Donc, on se refait pas. Et mon terrain de jeu favori, l'hiver notamment. Voilà. Ce soir, pour parler plus concrètement, je viens vers vous pour les greffes allogéniques presculptées numériquement, les greffes 4cam bodybuilder. Alors, Bernard Shaw a sorti une phrase qui m'a beaucoup plu. L'homme raisonnable s'adapte au milieu, l'homme déraisonnable essaye d'adapter le milieu. C'est pourquoi tous les progrès sont l'œuvre d'imbéciles. Alors les imbéciles, j'espère ne pas en faire partie, mais je pense que les ingénieurs qui nous proposent et les dentistes, les confrères qui nous proposent les évolutions techniques doivent être pris parfois plus au sérieux que ce qu'on peut entendre à droite à gauche. Alors c'est au travers de 2 situations cliniques de la technique bodybuilder. Marité qui est un classique édentement postérieur terminal, et Valérie qui elle est un édentement castré d'une dent. Les solutions habituellement proposées pour ce genre d'édentement sont parfois archaïques, parfois plus conventionnelles telles que les ponts, les bridges comme on dit en France, plus complexes avec ce type d'intervention qui demande beaucoup de technicité, d'habileté, d'expérience. Voilà, ça c'est pas donné à tout le monde de pratiquer ce genre de choses, voire très complexe avec des prélèvements à distance. Alors ulna, crétiliaque, pariétal et j'en passe, voire remarquables par leur absence. Là, je ne sais pas s'il y a eu quelque chose de fait à la base, c'est possible, hein, mais ça s'est peut-être résorbé, peut-être que c'était pas assez épais, peut-être qu'ici les implants ont été mis dans des zones avec un manque osseux, enfin une crête osseuse insuffisante. On peut imaginer beaucoup de choses, mais a priori, on avait un support osseux qui était quand même assez déficient. Bon, et puis des implants ancienne génération également. Alors face à ça, il a été établi un gold standard, et ce gold standard, c'était à l'époque, et ça l'est toujours, pour la plupart, la greffe d'os autologue. Le problème de la greffe d'os autologue, c'est que dans sa technique, dans son intervention, elle reste peu prédictible pour différentes raisons, notamment pour la quantité d'os, pour ce sur quoi on va tomber également, et pour la résorption. Elle est opérateur dépendante parce qu'elle est technique, compliquée, et que on en aura des bons et des moins bons. Elle nécessite 2 sites d'intervention, ce qui pour le patient n'est pas toujours très drôle. Il faut avoir de l'os en assez grande quantité, et là c'est pareil, c'est pas toujours le cas.
Les différentes études annoncent des pertes de volume de 20 à 60%, donc avec une moyenne autour de 40%. Alors, j'ai pas dans mon intention dans cette présentation de faire une revue de littérature, mais de vous parler uniquement de mon expérience clinique. La revue de littérature peut être faite par d'autres moyens et sera, à mon avis, plus intéressante dans un autre contexte. Ici, c'est vraiment une présentation clinique que je veux vous apporter et que l'on m'a demandé de vous faire. Donc, on a une perte de volume moyen de 40%. Alors, je suis pas là pour vous parler de bateaux, mais de mon métier. Ça, c'est moi quand j'étais étudiant à Nantes. Puis, mes premiers ratés. Les premiers emplacements, je m'installe, je prends confiance, je me laisse dans des cas plus complexes, des ponts étendus, des attachements, etc. Mais du coin de l'œil, je vois bien qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver, des choses surprenantes. Je ne vais prendre qu'un exemple. Un jour, quelqu'un m'a dit, on n'a pas besoin de curettes pour se précipiter avec le bistouri pour traiter la maladie parodontale. Il faut commencer par regarder, analyser, aller doucement et surtout pas ouvrir et perdre tout le potentiel de cicatrisation. Cette technique, elle n'était pas enseignée à la fac. Et lorsque j'en parlais à mes amis, ils me répondaient non, non, ça peut pas marcher. Alors clairement, je parle là de Charon. La méthode Charon, quand elle est arrivée, elle a été, en tout cas dans ce que moi j'ai pu vivre comme expérience, très décriée. Et dans les milieux universitaires, il fallait éviter de le citer parce que c'était pas très correct. Il valait mieux suivre le protocole qui était à l'époque le gold standard en paro. Et malheureusement, en faisant cela, on perdait beaucoup de potentiel de cicatrisation de la parodontite. Donc ça, c'était une expérience qui a été assez douloureuse pour moi. Lorsque j'en parlais à la fac, on me disait ben non, ça peut pas marcher, c'est pas le gold standard, il n'y a pas de publication contradictoire. Heureusement, malgré tout ça, certains ont continué, certains visionnaires, ils ont pris le temps, ils ont fait les choses avec des résultats surprenants. Alors, je vous parle pas de bateau, je fais juste un parallèle et on peut vraiment avoir quelque chose qui est métaphorique. À chaque fois qu'on a des nouvelles technologies, il y a aussi des accidents. Il faut apprendre des nouveaux gestes. Il faut apprendre des nouvelles techniques qui n'ont pas été enseignées. Donc forcément, on va courir vers parfois certains écueils. Alors, je vais quand même une fois vous parler de bateau. Là, c'est un bateau qui, parce que j'étais ouvert vers des choses un peu différentes, m'a été l'occasion d'utiliser lors d'une régate. Pendant cette régate, tous les bateaux partaient les uns après les autres. Chaque bateau avait un calcul de son handicap pour qu'à l'arrivée, tout le monde arrive le plus possible en même temps. Alors quand les Gold Standard nous ont vu arriver avec ce genre de bateau, ils ont dit, bah écoutez, vous allez nous gêner parce que dès que vous allez partir, vous allez prendre la place, vous allez nous freiner, vous allez nous enlever le vent, nous déventer. Donc ils ont décidé, comme on allait être trop lent, de nous mettre en dernier. Donc nous sommes partis loin derrière tout le monde, histoire de leur laisser la place. Le problème, c'est que nous, on est arrivé en se faisant plaisir, largement avant tout le monde. Ça veut dire que quand l'autre partie de la flotte est arrivée,
nous avions fini l'apéritif, nous avions fini le dessert, nous avions fini les chips et le café. Ça a été une leçon pour moi, ce jour-là, de me rendre compte que face à parfois une majorité et des choses établies, installées, nos petits génies, nos ingénieurs, nos imbéciles ont parfois une avance qui commence à se faire sentir petit à petit. Et ces fameux imbéciles ou génies, grâce à l'évolution des techniques, ont pu faire avancer les choses. À tel point que il y a une évolution même du gold standard, et le gold standard qui était très strict, très rigide, petit à petit s'est mis à accueillir des choses qui ne sont plus du tout dans le gold standard, mais où on essaye de rester quand même un peu gold standard. Donc on va mettre de la xénogreffe, on va mettre du PRF, on va mettre des membranes là où on pense qu'il ne faut pas en mettre, parfois. Donc on va parler d'un gold standard modifié. Et là, on en arrive justement à ma conclusion sur cette partie de l'évolution des techniques, c'est que le gold standard est quelque chose qui est extrêmement intéressant, extrêmement sécurisant, mais il y a un moment où il ne faut pas que le gold standard nous bloque, nous freine. Il faut qu'on garde la possibilité de continuer à avancer dans des orientations qui sont peut-être, qui n'étaient peut-être pas envisageables à une époque et qui le deviennent un autre jour. Et c'est ce qui nous permet de voir naître des solutions variées, parfois insoupçonnées, et il y a encore peu de temps. La planification implantaire sur logiciel 3D n'est pas encore un gold standard, et certains continuent à penser qu'elle n'est pas utile, puisqu'on ne l'avait pas avant. Il en va de même de la chirurgie guidée. Combien de fois on entend dans les rassemblements de confrères implantaux que la chirurgie guidée est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui nécessaire, qu'on n'a qu'à ouvrir grand pour bien voir ce qu'on fait, que c'est vraiment la chose indispensable. Oui, certes, il faut savoir ouvrir grand, il faut savoir implanter sans chirurgie guidée, mais la chirurgie guidée nous permet de faire de telles économies tissulaires, tant au niveau osseux qu'au niveau muqueux, dans certains cas, que c'est dommage de s'en priver. Alors, pourquoi allogénique? La greffe allogénique a un gros intérêt, c'est que vous faites une seule intervention. Vous n'allez pas récupérer un greffon ailleurs. La quantité disponible d'os est toujours prévisible, donc 23 mm par 13 mm par 13 mm pour le bodybuilder. Ça veut dire que vous n'avez pas de morbidité du site donneur, pas de risque de perte de sensibilité non plus. Donc pour un patient, ça change énormément de choses. Pour un praticien, ça change énormément de choses également. L'intervention est d'un temps extrêmement réduit par rapport à l'intervention lorsqu'on est obligé de faire une greffe autogénique. Le patient, lui, il est très content de ne pas avoir autant de temps passé sur le fauteuil et les douleurs post-opératoires qui se situent souvent dans la zone du site donneur. Alors pourquoi sculpter numériquement? Parce qu'aujourd'hui c'est techniquement possible. On en revient aux images précédentes où à une époque on ne pouvait pas, on n'envisageait pas et chacun sculptait son greffon avant de le mettre en place, y compris le greffon halogénique qui était un cube qui existe toujours et qu'on peut sculpter soi-même. Pourquoi sculpter? Parce que la sculpture numérique du greffon se fait grâce à une machine outil un peu comme le CEREC
qui vous permet d'avoir un greffon qui s'adapte parfaitement, en tout cas qui s'adapte parfaitement au scanner du patient. Donc comme je disais, le temps d'intervention est réduit grâce à cette sculpture qui est faite auparavant, et donc on a moins de complications grâce à ce temps réduit d'intervention. On en a du coup une intervention qui devient accessible à beaucoup plus de praticiens, même si on verra qu'il y a des bémols à apporter, mais cependant elle est nettement plus accessible. Alors les inconvénients, les inconvénients sont déjà de l'ordre c'est philosophique déjà pour le patient. Recevoir un os d'un autre humain, c'est pas forcément évident, mais c'est pas tellement évident non plus de recevoir un os de xénogreffe qui vient d'un animal bovin. Et ça, on en a pris un petit peu l'habitude, ce qui fait qu'on le minore au niveau de nos patients. Donc on est, nous, un vecteur d'inquiétude au niveau de ce prélèvement d'un organe humain. La peur de la contamination, eh bien là, il y a des standards, il y a des règles de stérilisation, d'asepsie, enfin de stérilisation, de traitement de ces greffons qui font qu'aujourd'hui, et ça je vous renvoie également sur la bibliographie, et vous avez de la bibliographie sur le site Botis qui est très intéressante sur le fait qu'il n'y a pas de réaction antigénique sur les greffons utilisés. Donc la barrière psychologique, on en a parlé avant. La barrière psychologique, donc faut faire attention en tant que dentiste à ne pas donner notre barrière à nous. Puis l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'ostéo-induction, c'est une ostéoconductivité. Donc on n'a pas autant d'effet qu'une greffe autologue, clairement. Et puis dans les inconvénients, ce sont les risques inhérents à toute greffe d'apposition, à savoir qu'une greffe d'apposition, c'est pas quelque chose d'anodin et qu'il y a des échecs et que le patient doit en être informé. Alors comment ça marche? On va aborder là une partie qui est un petit peu moins drôle, puisque je vais vous montrer comment vous allez arriver à avoir votre greffon depuis le scanner. Alors on va commencer par aller recueillir les données du patient, à savoir pour la précommande du bloc, le fichier DICOM, donc le fichier radio que le radiologue va vous fournir, à moins que vous ayez vous-même votre CBCT, votre système de radio 3D. Donc on part du fichier DICOM. À partir de là, si vous voulez le faire, vous faites la planification, ce qui vous permet de savoir ce qui vous manque, de poser votre implant, poser votre couronne, et de décider exactement quel type de greffon, quel type de technique vous allez faire. Donc là, on est dans le cas de Valérie, et dentement unilatéral encastré de la 36. Une fois que vous avez votre fichier, que vous avez fait votre planification et décidé que vous vouliez faire ce type de greffe, vous allez transmettre votre fichier à votre à Botis. Alors pour cela, vous allez créer un compte BoneBuilder sur le site Botis BoneBuilder. Donc vous avez le lien qui est marqué botis-bonebuilder.com et on va aller créer un compte directement. J'espère que là vous allez bien voir ce qui se passe. Donc pour créer un compte, je vais sortir de mon compte et on fait login, créer un nouveau compte et là vous allez remplir tous les éléments qu'on vous demande. Une fois que vous avez créé votre compte, vous avez votre nom, username, votre password, votre passeport, votre mot de passe, et vous vous connectez. Tout simplement. Pour la suite, vous allez créer une nouvelle commande. Vous allez passer sur New Order. Donc c'est allemand ou anglais, on n'a pas le choix. Et il va falloir ajouter votre fichier
votre fichier DICOM. Alors, je vais revenir sur la présentation 2 secondes. Le fichier DICOM doit être uniquement constitué des coupes axiales. Si vous avez un doute, vous envoyez tous vos fichiers. Mais il va falloir les compresser, parce que vos fichiers DICOM sont trop lourds et dépassent les 300 MO. Donc pour les compresser, vous allez retrouver vos fichiers DICOM. Alors là, il faut que ou vous ou votre radiologue vous explique où les trouver. Vous cherchez vos fichiers DICOM, vous allez sur un des fichiers et vous le faites envoyer vers. Envoyer vers dossier compressé. Voilà, là vous avez toutes les coupes qui sont en train de se compresser. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle un fichier zip. Une fois que le fichier zip est compressé, vous allez pouvoir l'envoyer ici, à the new file. Vous faites parcourir, vous cherchez dans vos fichiers. Là, j'ai mon fichier DICOM. Je le retrouve ici. Là, je vais en recompresser un, comme ça on va refaire la manip. Hop, envoyer vers, dossier compressé. Ça prend un petit peu de temps, il faut un peu de patience. Voilà, vous avez votre fichier zip. Vous cliquez dessus, ouvrir et upload. Voilà. Et il vous l'envoie. Pendant ce temps-là, vous pouvez noter exactement ce dont il s'agit. Donc, édentement encastré, enfin, vous mettez en français ou en anglais si vous voulez en anglais. Vous mettez le type d'implant que vous voulez placer, à quel endroit. Et vous envoyez. Save. Voilà, ça peut prendre un peu de temps. On est à 50%. Donc on va pas y passer 3 heures, mais vous faites save et puis ça part. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc on s'est connecté, on a fait nouvelle commande, on a ajouté le fichier, on a choisi le fichier, on l'a téléchargé, on a mis des notes, on l'a sauvegardé, et là, on va recevoir tout de suite un mail de confirmation. Voilà, nous avons bien reçu votre fichier. Si vous ne recevez pas votre mail, c'est qu'il y a eu quelque chose, il faut recommencer. On va repartir dans notre protocole. On a envoyé les données du patient, le scan, donc le greffon va être conçu. Et voilà comment ça se passe. Donc ils reçoivent vos images de coupe axiale et la conception du greffon se fait très simplement avec cette machine. Voilà, ça va très vite. Donc une fois que le greffon est conçu, ils vont vous envoyer pour confirmation et acceptation la forme qui a été fabriquée. Donc vous recevez un mail vous disant voilà, le greffon est fait, cliquez sur le lien pour regarder le mail, pour regarder le PDF, ce qu'on appelle le PDF 3D. Donc voilà comment ça se présente. Voilà, vous recevez ce mail.
Vous cliquez sur le lien, sauf que là c'est une copie d'écran donc ça va pas marcher. Alors pour aller sur le mail, on va se remettre sur notre compte, My Order, les commandes, je vais sur le patient, je clique sur le numéro du patient et là je vais avoir le PDF 3D qui va s'ouvrir. Alors vous trouverez sur le site de Botis Bodybuilder euh, tous les les tutos pour vous expliquer comment on va travailler sur ce PDF 3D. Vous pouvez ici supprimer la mandibule et aller voir comment ça se passe par en dessous. Vous pouvez supprimer le wax-up et ne voir que et agrandir que ce qui vous branche, ce qui vous intéresse. Vous pouvez aussi aller prendre des mesures. Alors, on va chercher le type d'unité en faisant un clic droit, définir les unités. Donc un clic droit une fois que vous êtes sur votre PDF 3D. Et là, vous définissez millimètres. Du coup, vous pouvez ensuite mesurer et sortir. Voilà. Une fois que ça c'est fait, si ça vous convient, vous passez directement à la commande. Si ça vous convient pas, la solution la plus sympa, c'est de faire, si vous avez votre système de copie d'écran, vous faites une copie d'écran et vous allez modifier. Voilà, je fais ma copie d'écran et je vais aller faire un petit dessin pour modifier, dire par exemple là, je veux que ça s'arrête avant. Voilà, ça, je l'enregistre dans un fichier et je l'envoie ensuite par mail. Ou je l'envoie directement, non là je peux pas, je le copie et je l'envoie ensuite par mail. Voilà, là vous avez validé, vous avez accepté la forme du greffon. Pour ça donc, vous allez vous connecter à nouveau, My Order, mes commandes, on retourne sur le patient. D'ailleurs, attendez, je vais peut-être un peu vite. Voilà, contrôle du fichier et acceptation, nous l'avons vu. Et là, on passe à la commande du greffon, c'est-à-dire la commande définitive. Donc, on passe à cette partie-là. Donc, on va passer à une commande avec soit un papier, soit par un mail en PDF. Donc, on retourne sur My Order. Voilà. Et ici, vous avez le formulaire de commande. On clique dessus. Et tout de suite, je vous conseille de l'enregistrer. Et en l'enregistrant, vous pourrez, après, en retournant dans le fichier, on va le faire. Donc, on va faire A. On enregistre. Ici, je ferme. Je peux réduire. Il faut que je sorte juste. Je sais pas si je peux sortir. Je sais pas si vous voyez, j'ai pas de retour de son. Donc, je suis sur le APDF. Et là, remplir et signer. Et je peux passer ma commande ici. Écrire tout ce que j'ai. Soit je sauvegarde, je l'imprime et je le renvoie en fax ou en scannage et en mail, soit directement via le mail. Je vous avais prévenu que c'était la partie la moins drôle. Hop, excusez-moi, je reviens.
Donc commande du greffon, on en était là. Commande définitive du bloc. Donc bon de commande papier ou envoyé par mail, toujours dans votre compte Bonebuilder. Donc la production du greffon, se fait à partir de donneurs vivants qui sont autrichiens, allemands et tchèques. Sachant que la société qui produit le greffon est autrichienne, me semble-t-il. Donc le patient a un questionnaire médical exhaustif et tout patient suspect d'avoir contracté quelque maladie que ce soit va être écarté. Un bilan sanguin en plus du questionnaire, évidemment. Et la partie du greffon qui va être utilisée se situe sous le condyle du fémur, juste dans le col, en fait, de la tête de fémur. Là va commencer la stérilisation. La stérilisation va se faire en 5 phases. La première phase, c'est un gros nettoyage aux ultrasons, décrassage. Ensuite, un traitement chimique avec dénaturation des protéines non collagéniques et inactivation des virus et destruction des bactéries. Ensuite, un traitement oxydant pour éliminer notamment l'antigénicité. Et une phase qui est très intéressante, il y a la lyophilisation, déshydratation. Alors c'est ce qui donne toute sa qualité et sa particularité au Bonebuilder, c'est que vous allez avoir cette humidité résiduelle qui lui donne une élasticité. Et au niveau de la chirurgie, vous verrez tout à l'heure que c'est extrêmement intéressant. Une fois que les 4 premières étapes ont été passées, le greffon va être fabriqué, donc en 23 par 13 par 13. Par cette machine, donc c'est un peu comme un Cérec. Voilà, donc elle a le bout d'os, 23 par 13 par 13, et elle découpe en fonction de ce qui a été décidé à l'issue du scanner. Une fois qu'il a été fabriqué, la dernière étape, la 5e étape de la stérilisation se fait par irradiation gamma au travers du double emballage, conservable pendant 5 ans. Alors généralement, les patients, ils attendent pas. Hein. À partir de là, on reçoit le colis. C'est une petite boîte de 8 cm par 12 à peu près, avec sous double blister, donc le greffon, tout bêtement. Et là, on va en arriver aux interventions. Alors je vais vous remettre un peu le menu. On va voir Valérie, qu'on a vu tout à l'heure, l'édentement castré unilatéral. Marité, qui est l'édentement postérieur 36-37. Christine, ça c'est la surprise, c'est intervention de ce matin, mis en boîte rapidement, et Lucette. Alors on commence par Valérie. Valérie, 48 ans, 36 dans absente, donc on a vu. Excusez-moi. Valérie a une particularité, c'est que c'est également la femme d'un confrère. Voilà la situation initiale et on voit très bien ce creux que l'on a ici, cette concavité, et qui est dans les deux sens. Voilà la radio, sortie de l'OPG. On voit, suite à l'extraction, grosse perte. La table vestibulaire a été assez secouée. La planification en 3D. Ici, l'implant ne sera pas couvert si je veux avoir une couronne qui est vraiment dans l'axe
normale de travail pour mettre une belle couronne vissée. Voilà le greffon. Alors, les greffons, quand vous recevez votre premier greffon halogénique sculpté, c'est absolument magnifique. C'est d'une porosité incroyable. Ça reste rigide. Comme il y a une humidité, une élasticité, ça ne casse pas. Voilà l'ouverture. Donc on voit bien la zone de creux dans les 3 dimensions. Et là, il aurait été extrêmement difficile de connaître le résultat si on avait fait une technique purement de granules. Donc là, il fallait quelque chose de rigide, d'assez stable pour qu'on puisse avoir une augmentation suffisante. Voilà la mise en place du greffon. Alors quand vous mettez le greffon, vous avez une position où il se met en place, vous n'en avez pas deux. L'adaptation est exceptionnelle. Voilà, une photo à plus fort grossissement. On voit vraiment la précision d'adaptation sur le lit receveur. La membrane. On peut mettre, si on veut, si sur les bords on a une continuité qui est insatisfaisante, on peut rajouter des particules d'os qui soient halogéniques ou xénogreffes. Voilà la radio post-opératoire. Et voilà comment on était auparavant. Donc après, avant. Le retrait des fils, bon, ça présente pas tellement d'intérêt. Voilà, 6 mois après la pose du greffon, on réintervient, on pose l'implant. Donc on voit déjà qu'au niveau des volumes, ça n'a plus rien à voir. On est vraiment dans une forme de crête osseuse non résorbée. À l'ouverture, vous avez un os qui est sanguinolent. Et contrairement à ce qu'on voit souvent avec les greffes autologues en coffrage avec la corticale, où vous avez la vis qui a une grosse perte autour, un gros cratère de résorption, là vous n'avez pas de résorption. Et le greffon, il a conservé quasiment, mais à vraiment peu de choses près, à l'œil nu, on voit pas la différence du jour où on le pose. Et ça saigne. Voilà, le countersink, enfin la fraise profilée et l'implant. Vis de cicatrisation. Quelques mois plus tard, empreinte. Pose de la couronne le 26 janvier de cette année. Et ça, c'était il y a quelques jours. On aurait pu avoir un implant qui aurait été mis un peu plus profond pour avoir une couronne qui aurait eu une hauteur de couronne clinique plus proportionnée avec les autres. Mais là, très sincèrement, je vois pas l'intérêt. En ayant l'implant mis de cette façon-là, avec la couronne de cette façon, je reste avec un état parodontal qui est tip-top et je m'éloigne du bord osseux autant que possible, ce qui fait que j'ai beaucoup moins de risque d'avoir une périimplantite qui serait secondaire à la pose de l'implant parce que l'implant aurait été trop bas. Je ménage l'avenir. Alors Marité, donc 70 ans, enfin 70 comme on dit chez nous, 36, 37, 38 absentes. Marité au départ voulait 36, 37 et puis finalement elle a dit bah, je mettrai que 36. La situation initiale, on voit bien la crête qui s'est résorbée en vestibulaire notamment et également verticalement. La planification. Donc là, j'ai mis l'implant dans l'axe où je souhaitais voir ma couronne posée, et donc une couronne avec une vis, idéalement. Vous pouvez demander, quand vous commandez votre greffon, vous pouvez demander à avoir un modèle plastique, ce qui vous permet de visualiser votre mâchoire, ainsi que votre greffon,
et de vous préparer euh, en 3 dimensions à ce qui va se passer quand vous allez ouvrir, et vous pouvez même vous amuser à faire les fourrages de vis pour être certain de l'angulation, de la profondeur, de la longueur des vis. Bon, moi je commande plus ce genre de choses. Ça c'était donc Marité, c'était un des premiers cas que j'ai eu, et petite anecdote, c'est que le greffon il est arrivé pas tout à fait fini. Donc on peut constater qu'il y a encore des zones qui n'ont pas été travaillées. Donc j'ai dû travailler euh, rapidement. Alors c'était pas trop gênant, hein. Mais bon, voilà, ça s'est pas reproduit depuis. Voilà la crête de Marité. Alors, je m'amusais au départ à mettre le greffon dans du sérum physiologique dans une seringue et par phénomène d'aspiration, dépression, pression, sortir tout l'air. Alors c'est énorme l'air qui sort, c'est assez impressionnant. Et comme ça, j'étais persuadé qu'en ayant du sérum phy à la place de l'air, ça allait mieux se faire remplir avec du sang. Bon, il s'avère que chez Botis, ils m'ont dit non, c'est plus nécessaire parce que ça capte tellement, et c'est vrai que quand vous posez le greffon, dès que vous le posez au contact de l'os sous-jacent et du sang, il s'imprègne, mais à une vitesse extraordinaire. Voilà, mise en place du greffon. Vous voyez la couleur qu'il a pris, hein, il n'y a plus trop d'air là, c'est le sang qui a colonisé. Il y a vraiment une ostéoconduction de vis. Donc le greffon avait été fait un peu long pour que ça fasse une belle assise, belle continuité. On voit l'adaptation sur le lit receveur. Alors ça, à la main, moi je suis pas capable de faire aussi précis, hein. Impossible. La pose de la membrane, les sutures, post-opératoire, les fils à 15 jours. 5 mois plus tard, réouverture. La qualité de la photo est moins bonne parce que l'appareil photo n'avait plus de batterie, évidemment, comme c'est souvent le cas dans ces cas-là. Donc c'est fait avec le portable. Alors là, je peux vous garantir que vous avez l'os qui est dur, et ici les copeaux de cérabone qui sont inclus dans l'os. J'ai enlevé, il y avait quelques copeaux de cérabone en périphérie qui n'étaient pas tenus, donc j'ai tout nettoyé, et tout ce qui reste ici, c'est vraiment intégré dans de l'os dur. Voilà l'implant posé. 19 mois plus tard, on a une petite cratérisation au col de l'implant, mais qui est malheureusement assez classique sur ces implants BLT, mais qui ne porte absolument pas à conséquence pour l'instant en tout cas. On surveillera, mais qui peut aussi être lié à un abutment qui part trop à l'horizontale. Aujourd'hui, on serait avec un abutment plus vertical pour pas avoir de pression sur la muqueuse et créer d'inflammation autour du col. Mais bon, on est à 19 mois. Voilà la photo de la dent, 19 mois plus tard. On a un contour de gencive attachée. Il y avait eu un travail sur la gencive attachée auparavant, une greffe de gencive attachée qui avait été faite. Voilà, et on est bien sur une couronne vissée, on voit le trou sur la face occlusale. Alors, Christine, eh ben Christine, c'était ce matin. 51 ans, patiente adressée par un confrère, la 24 et la 26 sont absentes. Dans un premier temps, on va faire la greffe au niveau de la 24. Alors ça, c'est pas Christine, j'ai un petit bug là. Voilà, ça c'est Christine. La radio panoramique préopératoire. La 3D. Donc nous avons la 24, la 26. La 26 nécessitera un sinus qu'on fera plus tard, parce que l'extraction est encore un peu fraîche. Donc on commence par faire la greffe sur la 24. On aura un travail aussi de gencive à réaliser dans un deuxième temps sur la 23, et qu'on fera lorsqu'on réouvrira pour poser l'implant ici, poser l'implant là et faire le sinus en ostéotomie.
Alors, ce qui me surprend, c'est que je n'ai pas les photos. Hop, hop, hop. Alors, où est-ce que je suis là? Petit problème de montage, visiblement. Excusez-moi. Je vais essayer de vous retrouver tout ça. Ah, ben, voilà, c'est ce qui se passe quand où sont passés ces montages. Alors, on va y arriver comme ça. Voilà l'intervention de ce matin. Donc ce matin, j'ai décidé de poser le greffon en tunnelisation pour avoir une incision un petit peu déportée et assurer une bonne vascularisation du greffon avec moins de risque de réouverture de l'incision. Donc on va avancer un peu. Voilà. Donc décollement partout, du côté du palais, puisque le greffon revient en palatin, enfin sur la crête. Donc il a fallu décoller. Voilà le greffon. Greffon qui remonte assez haut. Donc le moment difficile, c'est de réussir à mettre le greffon. Donc en sous-périosté. Voilà. Là, le greffon est bien enfoui. Et encore une fois, il a une position dans laquelle on sent tout de suite qu'il est à sa place. Et quand il est dans sa position, ça bouge plus. Alors on voit l'adaptation là. Voilà, je m'assure qu'il passe bien dans le palatin et qu'il n'y ait pas de tissu muqueux qui passe entre lui et l'os, ce qui est pas évident. Voilà, là il est en place. Un forage, alors je fais juste une pause. Le fait qu'on ait un greffon légèrement élastique grâce aux 5% d'humidité résiduelle fait que vous ne passez qu'un forêt. Vous passez le forêt du site pour le site receveur. Le deuxième forêt qu'on passe classiquement dans le greffon pour pas exploser le greffon, on n'en a pas besoin. Avec l'élasticité du greffon, la vis va pénétrer dans le greffon comme dans un bois tendre
et vous allez du coup gagner aussi en rapidité grâce à ça, et en simplicité, vous avez un seul forage à faire. Ensuite, vous mettez votre vis. Ouais, puis la membrane, là, c'est également un moment un petit peu particulier, parce qu'il faut réussir à vraiment la faire passer au-delà du greffon dans toutes les zones. Bon, j'avance un peu. Voilà, la membrane est mise en place. Et comme j'avais repéré que je pouvais rajouter un tout petit peu de particules, j'ai relevé un peu la membrane et rajouté un petit peu de matériau de comblement en mésial. Voilà, et puis à la fin, on se retrouve avec, comme il y a eu un décollement assez loin, on se retrouve avec une suture qui n'est pas sollicitée. Et je vais essayer de retrouver le bon PowerPoint. Et je n'ai pas le bon PowerPoint. Qu'est-il devenu? Bon, alors on va faire... excusez-moi. Bon, ben, on va y aller avec celui-là. On va y arriver. Bon, à l'issue de ces interventions, euh, j'ai pu aboutir à un certain nombre de conclusions. Je vais les appeler, je vais l'appeler la conclusion numéro 1. Nous avons une intervention qui est effectivement beaucoup plus prévisible que lorsque l'on fait une technique de greffe autologue. Plus prévisible parce que votre greffon, vous le connaissez, vous savez exactement qu'il va aller en place. Si vous avez à le retoucher, c'est vraiment minime. Donc on a une intervention qui est effectivement simplifiée, qui est nettement moins opérateur dépendant, puisque ici le travail de sculpture va être fait en amont, et grâce aux aides 4CAM, la réalisation du greffon est quelque chose d'absolument magnifique. On va donc obtenir une morphologie osseuse idéale et qui va permettre au projet prothétique d'être soutenu par quelque chose de tout à fait optimal, notamment pour poser des dents en couronne vissée et non pas en couronne scellée avec des abutments qui corrigent les axes. Une couronne avec un contour osseux juste au-dessus ou juste en dessous qui permettent d'avoir une hygiène aussi favorable, on va diminuer les risques de périimplantite. Enfin bref, ça c'est ce qu'on sait très bien. Et là, ça devient beaucoup plus facile. Par contre, ça nécessite de maîtriser les tissus mous. Il n'est pas question
de se lancer dans ce genre de greffe sans pouvoir gérer les tissus mous, puisque c'est la difficulté de cette technique en fait. Ça reste la difficulté de ce genre de technique. Et à partir de là, on va aborder quand même un sujet qui est illustré par cette phrase de Jean Rostand, à savoir que les nouvelles techniques et l'esprit ouvert, c'est bien, mais il faut quand même faire attention, parce que les nouvelles techniques, ça peut aussi apporter des catastrophes. Il faut apprendre à maîtriser des nouveaux outils, des nouveaux éléments qu'on n'avait pas avant, et c'est pas du jour au lendemain qu'on va s'improviser non plus à faire de la greffe à tout va. Alors là, on repart dans un contexte de greffe, mais on est dans du gold standard, si on peut dire. Je reprends ma métaphore ou mon parallèle. C'est pas parce qu'on a des échecs sur ce type de greffe, forcément, qu'on n'en a pas pour autant sur les gold standards. Et là, on est sur une image d'un gold standard qui a échoué. Et alors, c'est assez rigolo parce que ici, vous avez Bernard Stamm, qui est le skipper de ce bateau-là, et Bernard Stamm est suisse. Donc, c'est un petit clin d'œil aussi que j'ai voulu faire côté suisse. Voilà. Et pour ça, j'ai Lucette. J'adore Lucette. Lucette est très gentille, elle a 73 ans. La 16 et la 17 sont absentes. Voilà ce que ça donne, c'est donc 16-17. On est en vue inversée. Voilà le creux que l'on a derrière la 15. La radio panoramique, la planification. Et dans le cas de Lucette, l'objectif, ça c'est le collet. Là on est au niveau du collet. L'objectif n'était pas de faire un sinus avec des implants dans le sinus, enfin dans le comblement du sinus, ensuite des couronnes qui feraient 2 cm de haut avec des problèmes ensuite d'hygiène et des problèmes de mécanique qui fait que finalement au bout du compte ça se terminerait mal. Mais l'objectif c'était de remettre à un niveau plus correct la crête osseuse. À l'époque j'avais demandé un modèle. On voit sur le modèle que c'était pas joli. Là, on est au niveau palatin. Il y avait un sacré creux au niveau de la racine palatine de la 16. C'était pas joli. Voilà le greffon, enfin la simulation de greffon. Greffon résine. Voilà le greffon lui-même. Donc on voit bien les porosités. Le volume qu'il apportait. L'intervention. Donc du côté du palais, c'était pas joli du tout. Il a vraiment fallu racler pour arriver à quelque chose de propre. Le greffon en place. Les vis. Et la fermeture. La radio post-opératoire, le retrait des fils, radio panoramique à 2 mois, et la radio panoramique à 8 mois, avec la pose des implants, donc qui ont eu lieu 5 mois après la pose du greffon, 5 mois après la greffe. Donc on est à 8 mois. Et quand on était à 8 mois là, je revoyais la patiente pour planifier le rendez-vous d'empreinte. Et tout allait bien, c'était magnifique. Alors là, il y a une erreur, donc dans le PowerPoint qui était censé passer aujourd'hui, on n'était pas avec ça. C'est pas 1 an après la pose du greffon, mais 9 mois après la pose du greffon. On est 9 mois après la pose du greffon, 4 mois après la pose des implants. Et là, catastrophe, on se retrouve avec une ouverture, sans que je comprenne pourquoi. Lors de l'ouverture pour les implants, on était sur un os qui paraissait impeccable, avec un bon saignement, une rigidité importante. Je pose les implants et 4 mois après, au moment de l'empreinte, voilà ce qui se passe. Donc là, on a mis en œuvre tout le protocole, donc gel,
de chlorhexidine, nettoyage, curetage, gel. La fin de l'histoire pour ces implants, parce que ça date quand même d'un petit peu, la fin de l'histoire, c'est que je me retrouve avec des implants dont le col a perdu de l'os. Donc on a des implants qui doivent être à 2 mm au-dessus du niveau de la crête. Mais ils sont là, ils sont solides. Donc on a discuté avec Lucette, puis on a décidé qu'on allait laisser les implants. On a fait les couronnes sur les implants, avec du coup l'équivalent d'un gros pont où elle peut passer, où elle peut nettoyer. Et on verra ce que ça donne sur du plus long terme. Mais j'ai attendu, avant de faire les couronnes, j'ai attendu plus d'1 an. Alors la question que je me posais, c'est tiens, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi après la pose d'implant, là où je m'attendais pas du tout à avoir une déhiscence, une perte du greffon en surface, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé à droite à gauche, j'ai pas eu de réponse. Je me suis beaucoup interrogé, j'ai cherché vraiment dans la littérature, je trouvais pas de réponse, et puis un jour, coup de chance, je tombe sur la Bible, notamment la Bible de tout ce qui est autologue, et là, la boucle est bouclée, c'est dans cette Bible du gold standard que j'ai trouvé la réponse à mes questions. Alors d'abord, le greffon est couvert par une membrane qui limite fortement l'angiogénèse par le périoste. Donc le greffon, il n'est pas nourri du tout par la muqueuse pendant un moment, parce qu'il y a cette fameuse membrane. Depuis, j'ai vu aussi que la membrane se résorbe avec un phénomène inflammatoire qui intéresse le greffon, mais on a vu que on avait très peu de résorption malgré tout. Mais le greffon est quand même très mal vascularisé en surface muqueuse. Ensuite, quand on fait l'intervention, pour libérer les tissus mous, on va inciser le périoste. En incisant le périoste, on va supprimer un élément important de la vascularisation du greffon en surface. Donc le greffon finalement ne reçoit sa vascularisation que du site osseux, du lit receveur. Ça veut dire qu'il faut vraiment adapter son temps de cicatrisation et ne pas descendre sous 6 mois. Donc en fonction de l'os sur lequel on va travailler, et on peut perforer si on veut, notamment la mandibule, on peut faire des trous, c'est très discuté l'effet du perçage de la corticale, on peut toujours le faire, mais ce qui est certain, c'est que si vous avez un os à la mandibule qui est peu vascularisé, très dense, vous avez intérêt à allonger la durée de cicatrisation et surtout pas descendre, à mon avis, sous les 6 mois. Même si au départ on disait 5 mois, ça joue, enfin ça va. Non, 5 mois pour moi c'est insuffisant. Donc bien tenir compte de la surface, la qualité de la surface de vascularisation du site osseux et de la quantité de surface au contact avec votre greffon. Et on ne va pas dépasser 4 mm en vertical. Là, dès que vous dépassez les 4 mm en vertical, vous avez très peu de chances pour que votre vascularisation remonte ou aille jusqu'au 4e ou 5e millimètre plutôt, ce qui fait que vous augmentez considérablement le risque de nécrose et de perte, de déhiscence du greffon. Et suite à Lucette, pour moi, lorsqu'on pose un implant dans un greffon allogénique, quel qu'il soit, même si on le fait à 6 mois, votre greffon il reste encore assez fragile et il va augmenter sa résistance grâce au travail qui va être apporté dans sa mise en charge. Mais quand vous posez votre implant, il ne faut pas stresser votre os, votre greffon osseux. Donc surtout ne pas mettre les implants comme on ferait dans l'os pour qu'ils aient une stabilité primaire assez importante où on va sous-forer. Là, il faut vraiment pas sous-forer. C'est pour ça que tout à l'heure, sur le cas de Valérie, j'avais pris en photo la fraise profilée pour montrer que vraiment profilé sur un implant genre tissu level pour qu'il n'y ait pas ce col qui vienne en compression
sur le greffon. Donc ne pas compresser, ne pas stresser, bien passer la fraise profilée. Si vous avez un implant qui est tapered, ou qui a une forme où on a tendance à aller chercher de l'ancrage grâce à cette forme un peu conique. Là, il ne faut pas chercher l'ancrage, il faut le mettre dedans, mais il ne faut pas chercher la stabilité primaire, à mon avis. Donc la conclusion numéro 2, bah, finalement la greffe osseuse, c'est effectivement, je confirme, d'une simplicité exceptionnelle, mais la réussite dépend de la bonne revascularisation du greffon par le site receveur osseux, que la gestion des tissus mous demande une réelle expertise, et que même si on a supprimé toute cette partie de sculpture, il faut faire attention à la gestion des tissus mous et à libérer les tensions pour pas qu'il y ait de réouverture de la suture, de l'incision. Sinon, vous allez perdre votre greffon en grande partie. Pas forcément en totalité, mais vous allez en perdre une grande partie. Donc il faut prendre son temps pour la cicatrisation, 6 mois, et pour les implants, ne pas se presser non plus, ne pas poser les couronnes trop rapidement. Vraiment bien prendre son temps. Et la conclusion, la dernière conclusion, c'est qu'on a quand même un manque de recul à moyen et long terme, et que donc c'est une technique qui promet, qui est prometteuse, mais question expertise, bibliographie, on n'est pas dans du gold standard, hein, on est dans des technologies qui sont encore assez récentes. Alors, avant de parler de l'avenir, je vais revenir un peu en arrière, puisque j'ai eu ce petit problème que je ne comprends toujours pas sur le diaporama. Voilà. Et je vais vous parler 2 secondes de ce que j'ai vu au Symposium ITI 2017 à Bâle, donc en Suisse, Symposium international. J'ai vu monsieur Oliver Blume, qui est d'Allemagne, un monsieur très sympathique, très accessible, très gentil. Lui, il est à 61 greffes allogéniques en 4K, en 3D, en bodybuilder. Sur les 61 greffes, il a eu 8 déhiscences, uniquement, dont seulement 3 avec perte complète du greffon. Sur un gold standard, sur des greffes en bloc autogéniques, autologues, je pense que sur la suite, on n'est pas aussi bon. 40 greffes ont reçu les implants, 65 implants sur les 40 greffes. 40 greffes parce qu'ils n'avaient pas encore fini les 21 autres, elles étaient encore en nourrice, en prise, en temps de cicatrisation. Mais surtout, ce qui était très intéressant, et lui, il a de la bibliographie personnelle à ce niveau-là, parce qu'il a fait des études avec des appareils sophistiqués pour mesurer la résorption et la quantité d'ossification de ses greffons. Il a un taux de résorption après 6 mois de 5,82%, ce qui correspond à ce qu'on ressent quand on ouvre au bout de 6 mois. Quand on ouvre au bout de 6 mois, on a vraiment l'impression de retrouver la situation d'origine. C'est complètement différent de quand vous ouvrez une greffe autologue en bloc, en box ou en bloc. Vous n'avez pas cette perte. Vous demandez toujours combien il va vous en rester à la sortie. Là, on est à 5,82%. C'est ce que lui utilise quand tout le reste a échoué, y compris dans des gros défauts. Alors c'est un maxillofacial, lui il gère les tissus mous sans problème. Et je vous invite à aller voir son webinar. Il a un webinar sur Botis aussi le 16 juillet. J'avais mis sur le PowerPoint, mais bon, ça va pas apparaître là. Donc le 16 juillet, je vous conseille d'aller le voir, parce que question présentation, vous allez avoir quelque chose de bien. Ce ne sera pas en français, ce sera ou en anglais ou en allemand, je ne sais plus. Et il a des techniques, et bon, vous verrez ça à ce moment-là, d'incision à distance en pilier ou demi-pilier.
telles que ce genre d'incisions-là, qui sont très intéressantes, qui vous diminuent le risque de réouverture des sutures. Voilà, je vais avancer un petit peu. On va arriver à la fin de tout ça. Voilà, Olivier Blum, à voir. Très intéressant. Bon, et l'avenir dans tout ça, ben, l'avenir, je dirais qu'il faut rester optimiste. Il faut savoir rester optimiste. Euh, Comme le disait Jean-Napoléon Vernier, alors il est né en France, il est mort en Suisse, donc on a un rapprochement déjà à ce niveau-là. Le progrès est la simplification des choses compliquées. Et ça, c'est ce qu'on observe dans notre vie de tous les jours. Combien de progrès ont été validés parce qu'ils ont simplifié les choses qui étaient plus compliquées. Combien d'autres n'ont pas vu le jour parce qu'ils n'ont pas simplifié les choses compliquées. Donc là, on est réellement dans quelque chose, dans une technique qui nous permet de simplifier des choses compliquées. Alors, l'avenir, je ferai un petit parallèle. Alors, j'espère que vous allez profiter de ce que je vais faire passer sur mon écran. Je continue ma parallèle sur les innovations. Voilà, est-ce qu'on aurait pu imaginer un jour que ça arriverait? Et pourtant, les ingénieurs, les inventeurs arrivent à nous faire des choses de ce genre-là. Donc oui, il faut garder l'esprit ouvert. Oui, il faut faire attention à pas l'avoir ouvert aux sottises. Mais je pense que le bon builder, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple de ce qu'on peut découvrir dans notre pratique qui nous simplifie et qui simplifie bien la vie de nos patients. Voilà. Et puis on peut aussi espérer que ce soit tellement simplifié qu'on en arrive avec des petites choses peu onéreuses, mais qui ont fait l'objet de grandes dépenses d'intelligence, et que grâce aussi aux nouveaux matériaux, aux nouvelles technologies, on puisse vraiment faire bénéficier tout un chacun de ces améliorations. Alors, on va avancer un petit peu. Voilà, quand j'étais dans mon petit optimisme, jamais j'aurais imaginé qu'un jour il pourrait voler comme ça. Voilà. Et ben jamais j'aurais imaginé qu'un jour on puisse sculpter des petits bouts d'os de nos patients pour les prendre chez les uns et les amener chez les autres. Alors l'avenir, il y a encore des choses qui se préparent. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que ces greffons soient directement sculptés à partir d'un bout de notre patient pour faire de l'autologue presculpté? Déjà, on aurait quand même nos deux sites d'intervention, mais la sculpture serait affinée, serait améliorée. Est-ce que ça, c'est imaginable? Ils sont en train de travailler aussi sur les nanotechnologies, les nanoparticules, pour essayer de stimuler la croissance osseuse, sur des membranes PTFE qui seraient exposables sans s'infecter, etc. Donc il y a énormément de choses qui vont arriver, et puis bah, c'est très bien pour nous, c'est très bien pour nos patients. Ça nous simplifie beaucoup le travail, faut rester vigilant, mais il faut rester attentif à ce qui se présente et faire confiance en l'avenir, en ne se cantonnant pas, en n'étant pas stressé par tout ce que les gold standards nous imposent, même si, enfin nous conseillent, euh, bien ils ont évidemment leur raison d'être, mais il faut pas qu'ils nous empêchent de continuer à avancer vers des voies nouvelles. Voilà, je vous remercie. J'espère que malgré les défaillances de ma présentation, vous aurez passé un bon moment et que ça vous aura plu. Et je vais répondre aux questions
pour autant qu'il y en ait. Et je vous souhaiterais une bonne soirée également. Alors, est-ce qu'il faut attendre plus de 6 mois pour poser les implants? Ben, je dirais que c'est un peu au ressenti. C'est ce que je disais, à un moment, c'est qu'on doit essayer de comprendre comment le greffon a vécu du moment où on l'a mis en place, de quel os on dispose en dessous. Et si on est sur un os dur, si on est sur euh, un os de densité forte en dessous, avec une surface qui est un peu faible de contact, et un risque de vascularisation du greffon faible, il ne faut pas hésiter à attendre plus. Moi, j'hésiterai pas à attendre 9 mois sur des cas qui sont un petit peu compliqués, un petit peu risqués. Alors, est-ce qu'on peut superposer les résultats avec les résultats des greffes en onlay classiques? Alors, la greffe en bone builder est impressionnante par la qualité et la qualité du résultat, mais surtout la prédictibilité du résultat. À savoir que quand vous posez votre greffon, quand vous concevez votre greffon au départ, quand vous visualisez sur le PDF 3D votre greffon, à la fin, quand vous rouvrez, quand vous posez vos implants, vous vous retrouvez dans la configuration de départ. Je ne pense pas qu'avec les greffes en onlay classiques, on soit à ce point-là. Les greffes en onlay classiques, on va avoir de la résorption et on va avoir des formes qui seront qui vont évoluer, qui vont changer. Là, avec le bone builder, franchement, c'est vous retrouvez la forme de départ, la forme originelle. Ah, donc c'est pour moi, ça veut pas dire. Alors, ça ne m'empêchera pas de faire des greffes en onlay classiques, mais il y a des indications pour le bone builder sur lesquelles j'irai pas m'embêter à faire une greffe en onlay. Je sais que je vais avoir une greffe en bone builder, un résultat de la bone builder qui sera vraiment excellente et nettement meilleur que la greffe en onlay. Sur des cas qui seront sur des cas où j'aurai peut-être un petit peu d'appréhension sur la revascularisation du greffon, là je ferai peut-être de la greffe classique. Alors est-ce que je passe? Non, je place pas toujours de granules autour du bone builder ou sur le bone builder. Alors dessus non, j'en ai mis sur la première, je crois un petit peu, mais je n'en mets plus. Le, le, les granules, je les mets vraiment si je vois que j'ai un petit creux, que j'aimerais avoir une finition un peu plus douce vers un bombé voisin ou quelque chose comme ça. Donc je mets un petit peu de granules dans ces zones-là, mais il m'arrive maintenant de plus mettre du tout de granules. Tout va être dans la conception du greffon pour qu'on arrive à ne pas avoir à mettre de granules. Donc je suis pas accro aux granules. Alors les vis que j'ai utilisées sont tout simplement les vis de chez Straumann, les vis d'ostéosynthèse Straumann. Mais bon, très franchement, là, je pense qu'on peut utiliser un peu ce qu'on veut. C'est tellement simple de visser un bone builder que il faut une tête qui soit quand même un petit peu large pour que ça tienne dans le greffon. Mais c'est une structure qui est très souple, très facile. Donc je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir une vis qui soit trop agressive, parce que si elle doit être agressive, c'est juste pour l'os receveur, mais pas pour le greffon, ça c'est clair, et une tête qui soit suffisamment large. Et si vous avez une tête qui est un peu large, un peu épaisse, ce qui est le cas des vis Straumann, de toute façon, vous allez pouvoir la rentrer dans le greffon un petit peu, il va s'écraser un petit peu sous la pression du vissage, et votre vis, elle va pas découvrir. Donc pour les vis, voilà, vis Straumann pour moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de vis qui peuvent aller. Alors, quelle membrane? Moi, je suis parti sur la membrane Jason de chez Botis parce que c'est une membrane qui est longue à résorber.
Vous avez aussi chez Botis des membranes qui se résorbent plus vite, mais j'ai préféré prendre une membrane qui met plus de temps à se résorber pour être certain de ne pas avoir de contamination du greffon. Voilà, membrane, c'est la membrane Jason. Mais c'est là que il serait intéressant que des universitaires approfondissent le sujet, parce que si on a une membrane qui met plus de temps à se résorber, on a aussi une membrane qui a plus de difficultés à vasculariser le greffon. Enfin, le greffon va être plus tardivement vascularisé puisque la membrane va faire une barrière qui, je pense, sera plus importante. Mais du coup, est-ce qu'il faudrait mettre une membrane qui se résorbe plus vite? C'est possible, mais je préfère ne pas faire l'expérience pour l'instant moi-même. Donc, je prends une membrane à résorption lente, comme la membrane Jason. Bon, ben, je crois qu'il n'y a plus de questions. Ah. Que pensez-vous de faire une greffe par tunnel? Alors, ben, c'est l'idéal. Ah, c'est la greffe de Christine. Alors, je suis désolé, on n'a pas eu les photos. J'ai passé toute ma journée pratiquement à travailler là-dessus, puis je sais pas où ça a bugué. Christine, c'était une greffe en tunnel ce matin, donc. Voilà, donc j'ai fait une incision en distale de la 23 pour pouvoir, si jamais il y avait quoi que ce soit, tirer un petit peu. Et puis je sais que je vais être obligé de revenir dessus au niveau muco plus tard. Donc j'ai fait en distale de 23 une incision verticale et c'est la seule incision qu'il y ait eu. Ensuite j'ai poussé le greffon pour qu'il aille venir se mettre en selle au-dessus de la crête, mais c'est une greffe en tunnel. Et avec une bonne distension de toute la partie vestibulaire en remontant assez haut, j'ai pu faire passer le greffon qui était quand même qui avait une bonne épaisseur, un bon volume, et qui remontait sur la crête. Et mettre la vis par cette incision. Donc c'est une incision verticale. Donc oui, la greffe en tunnel, à partir du moment où vous pouvez gérer, encore une fois, les tissus mous, et vous pouvez être certain de nettoyer parfaitement votre site receveur. Donc oui, c'est une très bonne indication. Alors je ne sais pas ce que c'est que le MPM. La vis à travers la gencive. Alors ça, bah, je suis pas, non, je tenterai pas le coup personnellement. Je tenterai pas le coup personnellement parce que j'ai absolument pas envie d'avoir une zone d'infiltration vers le greffon au niveau de la vis. Donc j'aurais vraiment trop peur que ce soit une zone de perte d'étanchéité et que ça entraîne une résorption de la membrane et qu'on perde le greffon. Donc à travers la gencive, je préfère pas. Si je vois que je ne peux pas visser en faisant une incision simple en tunnel, je ferai une incision à distance, mais une grande incision pour avoir accès à la vis, mais pas traverser la gencive. Alors non, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne l'hydrate plus. Et avec succès. Hein. En fait, il capte tellement grâce à cette technique de stérilisation là, il capte tellement le saignement que mais en quelques secondes, il est imprégné. Donc, pour moi, c'est pas nécessaire de l'hydrater. Bon, bah, je crois qu'il n'y a plus de questions. J'ai pas pu répondre à la question. Est-ce qu'on peut remplacer la membrane? Parce que je ne connais pas cette abréviation. Bon, eh bien, s'il n'y a plus de questions, je crois que je vais clore le banc. Donc, je vous remercie. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite... Ah, non, les questions arrivent. Alors, ben non, Andrea, je ne peux pas répondre. Je n'en sais rien. Matrice plasmatique minéralise. Je ne pourrai pas répondre, désolé. Bien, eh ben, bonne fin de soirée à tous.